Est-ce qu'il y a une formule pour réussir un plan de transformation? S'il y en avait une, ça se saurait, et celui qui la détiendrait serait riche. Néanmoins, pour ce matin, je vous en propose une. Et la voici. Alors, ce sont avec des mots anglais. Ben oui, parce qu'il faut montrer à des moments que RH, c'est une science exacte. Donc, quand vous regardez ça, ce sont des mots anglais, mais dont la plupart s'écrivent de la même façon en français. Donc, si on considère que ça, c'est une formule pour réussir un plan de transformation, et que ces lettres sont les initiales de mots-clés, point clé, le A. D'après vous, le A pour quel mot? Alors, en français, prenons les mots. Alors, parce qu'ici, ces mots français, anglais, c'est exactement le même. Quel élément clé qui fait que vous faites qu'il y a une transformation dans l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise se met en mouvement? Alors, oui, mais ça, c'est un qualificatif. Le point A, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire qu'en termes anglo-saxons, attitude, c'est plus que comportement. C'est comportement, état d'esprit, capacité, influence. Donc, c'est attitude. C'est-à-dire vous ne pouvez pas démarrer un plan de transformation si vous n'êtes pas capable d'identifier dans un premier temps les attitudes auxquelles vous voulez recourir pour que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il va bien falloir aligner les managers sur les attitudes. Ce n'est pas open bar, hein, un plan de transformation. Même si on se le raconte de façon gentille, il faut quand même aligner la troupe. Ces attitudes n'ont de sens que si elles sont cohérentes avec quoi? Si je prends le C qui caractérise n'importe quelle entreprise. Non, parce qu'on a déjà attitude, donc on va... Culture. C'est-à-dire que les attitudes que vous observez sont bien le reflet de la culture. Les attitudes d'Europecar, des gens d'Europecar, ne sont pas les mêmes que ceux de Apple ou j'en sais rien, moi, de LVMH. Ce ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a une empreinte culturelle d'entreprise. Donc les comportements sont différents. Vous savez qu'à une époque, on le voyait même sur les photos d'entreprise, vous savez, les fameuses classiques d'IBM où tout le monde était en bleu avec la chemise, il y avait des codes vestimentaires. Alors depuis, on a évolué, heureusement. Donc, point clé, avoir un bon référentiel d'attitude. Elles doivent être alignées dans leur déclinaison avec la culture de l'entreprise. Et ça, une fois que c'est clair, ça s'applique à 3 éléments clés de l'entreprise. P, en anglais, qui est le plus important, puisqu'on est en RH, people, les individus. Ben bien sûr, parce que c'est eux qui mettent en route la musique. Donc c'est bien à eux que ça s'applique en premier. Deuxième élément, O. Même mot en français et en anglais, sauf que c'est un Z à la place du S. Organisation. La façon dont vous organisez votre entreprise est le reflet de votre culture. Je veux une organisation plate, je veux une armée espagnole, je veux un PMO, je veux ceci, cela. Les choix que vous faites le sont. Je choisis de créer une diversité dans mes comités de direction, je choisis de faire bouger mes managers. C'est bien le reflet d'un choix organisationnel. Et le dernier élément, B, et là est un mot anglais. Non. C'est brand, les marques. C'est-à-dire que chacun est l'ambassadeur de la marque qu'il représente. Attitude, je vais vous le faire très rapidement. Voilà les attitudes qu'on a identifiées. 3 valeurs. Une valeur d'engagement. Je m'engage à ce que la transformation fonctionne. Agilité, c'est il faut aller vite, il faut que ça tourne. Et 3, principe de confiance. L'ennemi est à l'extérieur. Ça, c'est un principe qu'il faut expliquer souvent en transformation. Parce que généralement, quand les gens ont peur en transformation, ils cherchent ce qu'on appelle la tactique du bouc émissaire. C'est pas moi, c'est l'autre. On a autre chose à faire que de chercher un coupable à l'intérieur. Commitment, c'est assez simple. On veut que vous puissiez collaborer entre vous. Donc, il n'est pas acceptable que vous faites de la rétention d'informations, que vous ne coopériez pas, etc. Ownership, c'est-à-dire appropriation. Si vous vous engagez à délivrer quelque chose, il faut le faire, parce que dans un collectif, s'il y en a un qui ne fait pas, on a un grain de sable. Et troisièmement, vous devez avoir de l'influence. On est un véritable agent de transformation que si on contribue à la transformation elle-même, donc je dois influencer mon environnement. Deuxième élément, c'est en termes d'agilité, je dois être ouvert. C'est le plan de transformation, modèle mental. Je dois être proactif et je dois être simple. Parce que dans la vie, on est trop compliqué.
Les présentations avec 50 PowerPoint, c'est au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Quand vous avez un comité exécutif, au bout d'un moment, vous vous dites vivement qu'on fasse une pause. Donc c'est vrai qu'il faut changer les modèles par rapport à ça. C'est très difficile pour des senior managers de présenter des choses sans PowerPoint. C'est ce que j'appelle le syndrome du flip chart. Faites le test avec vos managers. Quand ils prévoient de présenter PowerPoint, vous leur dites « Stop, l'appareil ne fonctionne pas, désolé. Il y a un flip chart, il y a un crayon. Est-ce qu'en un quart d'heure, tu peux nous expliquer ton truc ?» Vous avez tout de suite comprendre si l'individu connaît ou pas son sujet et s'il le maîtrise. Alors là, l'épreuve, elle est tout de suite. Point de confiance, vous devez être passionné. Il faut des gens passionnés. On ne peut pas faire son métier si on n'a pas un minimum de passion. Leadership, c'est la caractéristique de piloter les individus. Et puis, il faut faire attention à ce qui se passe, donc il faut être en support et en accompagnement. Donc par rapport à ça, je vais vous donner des critères qui, pour moi, sont des critères de succès. Premier élément, on a installé ce qu'on appelle des rôles duals. Rôle dual, ça veut dire quoi? Je prends exemple comité exécutif. Quand on discutait des sujets au tout début, avant de lancer le plan de transformation, quelqu'un présente un sujet, et là, comme on est tous des grands garçons, c'est chacun se croit autorisé à expliquer que je ne suis pas d'accord et on casse assez facilement. Les discussions ne sont jamais très constructives, suivant les thèmes. Pourquoi? Parce que oui, dans mon pays, c'est pas pareil, tu comprends pas, et moi j'ai déjà un truc, je ne peux pas faire, et puis j'ai pas le temps, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est première étape, on a donné à chaque patron de pays un rôle corporate. Le patron de l'Angleterre est devenu patron des systèmes d'information. Le patron de l'Italie est devenu patron de la mobilité. Le patron de la France, c'est le patron de la flotte pour le groupe. Ce qui force les patrons à travailler en cross-fertilisation, en multi-pays, sur une thématique. Donc lorsque l'on parle de la flotte, de son endettement, de la couverture de flotte pour la prochaine saison, c'est le patron de la France qui en parle. Et quand un patron de pays dit « oui, mais moi je ne peux pas », je caricature, le patron de la France lui dit « écoutez, moi aussi j'ai un pays, alors tu ne vas pas me la faire, je connais le sujet, on en a parlé avec ton patron de flotte, c'est comme ça ». Et donc on a donné processus et autorité de décision sur la ligne corporate au patron du pays. Ça, c'est le premier point qui, pour moi, est un facteur de succès du plan de transformation, puisque les gens apprennent à découvrir ce qui se passe ailleurs. Et donc, ils ne sont pas protectifs, mais ils sont plutôt expansifs en termes de « je vais voir ce qui se passe ailleurs ». Ça, c'est le premier point, qui est un élément important. Le deuxième, c'est on a créé une équipe de transformation. Alors, on a créé une équipe de transformation, on a dit on veut prendre un certain nombre de leaders dans chacun des pays et on veut que cette équipe puisse alimenter deux thématiques. La première, aider les patrons dans les rôles duals et de aider et emmener en tant que leader des sujets qui sont les fameux sujets stratégiques de tout à l'heure. Donc, il a fallu identifier cette équipe. Donc, on a dit on met qui dedans? On a dit on va mettre que les bons. Mais quand vous dites que les bons, vous savez qu'il faut faire attention aux expressions qu'on utilise, mais quand vous dites que les bons, il y en a un dans la salle qui veut dire ça veut dire qu'il y a des mauvais? On dit on n'a pas dit ça, mais on va en discuter. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mené, pour créer l'équipe, on a dit on aura 35 personnes maximum. Alors que le total des comités de direction, c'est plus de 100 personnes. Donc ça fait 1 sur 3. Donc quand vous dites ça, le patron du pays, il se dit « ouh, je vais en avoir qu'1 sur 3, il faut que j'en case le plus possible ». Ils ont tous le même point de vue, et rapidement, l'équipe, elle fait 80. Donc on a dit « on va trier ». Et pour trier, vous allez trier en fonction de critères. Et on a choisi 5 critères qui font appel à ce qu'on appelle de l'analyse de potentiel. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent sur ce qu'on appelle l'analyse des talents, mais en termes d'analyse de potentiel. Dans les années 80, un certain nombre de groupes anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur un sujet qui était qu'est-ce qui peut prédire avec le maximum de probabilité la capacité d'un manager de grandir dans l'organisation à des postes de responsabilité plus grands. Grande phrase. Et il a été identifié 5 critères qui, s'ils sont possédés, rendent plus probable, ce n'est pas une certitude, rendent plus probable la capacité d'un leader à grimper la hiérarchie. Et donc on a utilisé les 5 critères.
voulez connaître les 5 critères? Je vous en prie. 5 critères. Le premier, en anglais, Helicopter View. On ne peut pas piloter un projet de transformation et penser accéder à des responsabilités supérieures si on n'a pas une vision globale qui dépasse son champ. L'autre pendant, vous devez avoir par rapport à Helicopter View un critère qui pondère ce que je viens de dire, et ce critère, on appelle ça le sens des réalités. Si vous n'avez que le sens des réalités, vous avez les pieds dans la glaise. Donc vous n'êtes pas prêt de vous élever. Donc il faut que les managers possèdent un équilibre entre ce critère d'Helicopter View et de sens de réalité. Alors on a établi, il y a toute une grille avec des questions, et à la fin, les patrons doivent dire 5, le critère est possédé, on considère que la personne est rôle modèle sur le critère, donc on peut en parler aux autres, sans problème, en disant, tu vois, Helicopter View, tu n'en as pas assez, lui, il l'a. Ça permet aux gens de comprendre. 3, le critère est là, et 1, ça serait mieux que ça s'améliore. Mais ce n'est pas une appréciation de performance, hein, on fait de l'analyse de potentiel. Ensuite, deuxième groupe de critères. Le premier, c'est un critère qu'on appelle imagination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là pour faire en sorte que votre job soit différent de comment il était fait par votre prédécesseur. On ne vous donne pas les clés pour faire la poussière. On vous donne les clés pour modifier l'intérieur. Vous devez faire évoluer votre poste. Votre poste doit grandir. Et dans ces caractéristiques-là, vous faites grandir vos collaborateurs. Vous déléguez des choses intelligentes, etc. Donc, c'est des éléments importants. L'autre critère par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la capacité d'analyse. Ça veut dire quoi? C'est quelle capacité j'ai à savoir sur quels éléments je vais faire jouer mon imagination. Si je n'ai pas cette capacité d'analyse, je peux vouloir tout changer et tout chambouler. Mais à un moment donné, c'est un peu compliqué, quoi. Une organisation, ça a besoin aussi un peu de stabilité, de cohérence, etc. C'est un élément. Donc ça, ce sont les 4 critères qui fonctionnent par paire. Et c'est intéressant, réfléchissez à ces critères sur vos managers et dites-vous sur chacun de ces critères qui, selon moi, dans mon organisation, est rôle modèle. Et essayez de répondre à la question. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Et quand le modèle avait démarré avec les sociétés, et une des sociétés qui était assez leader sur le sujet, sur ça, qui est venue avec la phase suivante, c'est Shell, quand on avait travaillé ensemble sur le sujet, qui était de dire, ces 4 critères, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un critère qui facilite l'observation des 4? Et on est arrivé avec un critère en disant, oui, il y en a un, ça s'appelle leadership. Mais leadership en évaluation de potentiel. Et leadership en évaluation de potentiel, il avait été à l'époque déterminé, et on l'utilise toujours dans les groupes qui font de l'analyse de potentiel, ça a 3 caractéristiques. 1, est-ce que je suis compétent dans le job que j'ai? Que pour être leader, il vaut mieux être compétent. Si on vous dit c'est un nanar, c'est mal barré pour démarrer le leadership. Deuxième élément, c'est quel est le niveau de passion et d'engagement que j'ai pour exercer mon métier. Je l'aime, j'ai envie de le faire, je veux que ça se sache, ça se voit. C'est un élément important. Parce qu'il y a quand même pas mal de managers qui sont un peu tristounets. Je sais que c'est bien d'être sérieux dans son boulot, mais il ne faut pas exagérer. Et puis vous avez la troisième dimension, qui est ce qu'on appelle la capacité à développer vos collaborateurs. Dans le modèle d'origine, parce qu'il y a un modèle avec un tableur Excel, etc., c'est assez sophistiqué, il y a une question assez simple qui était posée. Quel est le nombre de collaborateurs qu'a eu la personne depuis qu'il est manager? 2. Où sont ces collaborateurs aujourd'hui? Est-ce que c'est un développeur de talent? Est-ce que dès qu'il y a un problème, il trouve un fusible et il vire les gens? Est-ce que c'est toujours la même équipe depuis 20 ans? Ça donne des points de repère sur l'évaluation de la capacité de quelqu'un à être un dirigeant de demain. Donc, ce sont les 5 critères. Donc, on a expliqué la logique, on a expliqué les définitions, on a dit on prend les comités de direction, vous mettez 5, 3 et 1. Un certain nombre avait 5 sur les 5 critères. Hop, voilà le cœur de l'équipe transformation. On n'a pas besoin de se poser d'autres questions. Et là, on n'a pas fait de choix. Je n'ai pas fait de choix en tant que patron de la transformation. Ce sont les patrons qui ont choisi leurs collaborateurs en mettant les notes. Hein. Pourquoi c'est important? Parce que c'est eux qui ont dû expliquer aux autres pourquoi ils n'étaient pas dans l'équipe. Et on leur avait dit, vous ne pouvez pas expliquer, mais tant c'est ceux du siège qui ont décidé de ne pas vous mettre. C'est vous qui avez choisi, hein, vous avez fait vos choix, il faut les assumer.
Ça contribue à l'amélioration de la performance. Ça accélère le processus de transformation. Donc ça, c'est important. Le troisième, c'est qu'on a créé ce qu'on a appelé des functional boards. C'est-à-dire qu'on a créé, ce qui n'existait pas, des comités par fonction. Donc il y a un comité RH, je réunis tous les trimestres tous les DRH du groupe. Le patron de la flotte réunit tous les trimestres tous les patrons de la flotte. La directrice financière réunit les directeurs financiers. Qu'est-ce qu'on a fait là? C'est que dans un groupe en transformation et multiculture, quand vous n'avez pas ces functional boards, quand des sujets techniques arrivent au comité exécutif, chacun a un point de vue. Et vous avez une discussion entre les pays qui revient à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord, c'est pas pareil, on ne peut pas, etc. Ici, ce qu'on a fait, on a dit, on instaure des comités fonctionnels, ils ont autorité en prise de décision sur leur domaine de compétences. Donc, je fais un functional board avec les DRH. Les DRH connaissent l'agenda. Il est de leur responsabilité de parler avec leur boss, patron de pays, en fonction de l'agenda pour connaître le point de vue de l'Espagne, le point de vue de l'Allemagne. Ils viennent en réunion, ils expriment le point de vue de leur pays, on discute collectivement et on prend une décision. Cette décision s'impose à tous les pays. Le patron du pays, il est content ou pas, on s'en tamponne le coquillard. Il s'est exprimé avant avec son DRH. Mais à un moment donné, quand collectivement on prend des décisions, une entreprise est tout sauf une démocratie. Donc à un moment donné, il faut décider. Donc vous avez des gens qui sont contents parce que vous allez dans leur sens, d'autres qui le sont moins. Mais c'est ça la vraie vie. Alors l'autre élément, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a créé ce qu'on appelle un Project Management Office, qui est un élément important, avec un reporting tous les mois, assez bien structuré. Il faut un business case. Si le business case n'est pas validé, vous n'êtes pas autorisé à recruter ou à avoir un budget, etc. Après, il faut suivre et autres, qui est un élément important. Il faut une vraie dynamique. Et c'est ce qui nous a permis de suivre pendant les 3 dernières années ce qu'on a fait en transformation vis-à-vis des analystes tous les trimestres, puisqu'on a une obligation de reporting à cause de notre endettement flotte, et qui a permis, au fur et à mesure qu'on faisait ce reporting, de commencer à comprendre que, ben oui, on va pouvoir un jour être coté et faire une IPO. Donc c'est un élément de communication qui est important parce que vous avez la substance. Et donc l'élément PMO, c'est ce qui donne la substance, c'est ce qui donne le sens, le contenu, que ce que vous faites, ce n'est pas que farfelu. L'autre élément, c'est le principe effectivement de tout à l'heure, c'est de se dire, le principe, c'est un principe de mise en harmonie. Je fais le mieux que je peux dans mon rôle qui est le mien pour éviter toute tentation d'harmonisation. Je pense que les logiques d'harmonisation emmènent sur des logiques de centralisation. Et lorsque vous êtes dans des logiques de centralisation extrême, vous perdez le sens du client dans le pays, vous perdez ce qu'on appelle la proximité client, qui est un élément important sur ça, et 2, vous déresponsabilisez les patrons de pays vis-à-vis de leur compte d'exploitation. Donc on a choisi d'avoir une espèce d'équilibre où on a centralisé certaines choses, mais on a refusé la centralisation à tout va. Donc on a eu un échange avec les patrons, on a centralisé l'équipe e-commerce, on a centralisé ce qu'on appelle l'équipe des brokers, tous ceux qui sur le web proposent nos prix. Par contre, sur le reste, dans la relation client, les contacts avec les PME, etc., on a choisi fondamentalement de ne pas le faire. Et puis le dernier point, il est assez simple, c'est stay focus. C'est-à-dire que si on doit être casse-pied quand on est en transformation sur un sujet, c'est tant qu'on n'a pas résolu ce qu'on est en train de discuter, on ne passe pas à autre chose. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est merci pour votre attention.